Alors, bon après-midi tout le monde. Bonjour, good afternoon everybody. Je suis Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et ça me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi dans notre forum citoyen Quartier innovant et durable. Just for me to know, is there anybody that doesn't speak French in the room or doesn't understand French in the room? How many are there? 4, 5? Okay, so I'll do a little recap afterwards, or you can have also, we have all the presentation are translated, but most of them are going to be in French. It would have been easier just to have a simultaneous translation on one of the screens. No, sorry. I'm very sorry, but no, we did the best we could for what was happening. Alors, bienvenue cet après-midi, donc, à ce forum sur les quartiers innovants et durables. Ça me fait plaisir de vous présenter les membres de la commission qui s'occupe du quartier Namur-Hippodrome. Alors, la commission est présidée, ils sont ici à l'avant, et ils vont avoir la dure tâche cet après-midi de vous écouter, d'abord et avant tout. Donc, la commission est présidée par M. Bruno Bergeron, qui est accompagné dans sa tâche par Mme Danielle Landry et M. Jacques Internaucia, qui sont là. Donc, tout comme vous, ils vont s'imprégner de ce qui se dit cet après-midi et être capables ainsi de pouvoir commencer à se préparer pour leur rapport. So, as I said, you have the commission that's here at my left, and everybody's been there to listen and try to forge an opinion on innovative and sustainable neighborhoods, which we are doing. As I said earlier, if people don't understand French, there is an English translation of most of the presentation that is available to you. And you can also address the commission or the panelists in the language that you're most comfortable with. Alors, jusqu'à présent, la consultation a commencé avec la séance d'information le 20 novembre dernier, ce qui nous a permis de faire différentes étapes pour permettre aux gens de s'informer. Notamment, nous avons tenu des ateliers de concertation sur les activités économiques et sur la mobilité. Et nous voilà aujourd'hui, 23 janvier, sur le Grand Forum citoyen. Les prochaines étapes, alors nous sommes vraiment dans la phase d'information. Ce qu'on espère accomplir avec ces différentes activités, c'est vous permettre de vraiment maîtriser l'ensemble des concepts pour pouvoir vous forger une opinion et être capable de contribuer. Ensuite, il nous restera les étapes d'audition d'opinion et il y a différentes façons de donner son opinion. Vous pouvez le faire en utilisant les questions de la commission directement en ligne, en faisant des courtes contributions. Vous pouvez également demander à être entendu par la commission. Les premières séances d'audition commenceront le 13 février. Et vous pouvez également, il y en aura à la fois au bureau de l'OCPM au centre-ville et il y en aura au moins une ici le 17 février. Et vous avez donc, pour vous faire entendre et nous envoyer votre opinion écrite ou manifester votre désir de vous faire entendre jusqu'au 8 février, qui est la date limite d'inscription, pour présenter une... 6 février, pardon, pour présenter une opinion orale ou écrite. Aujourd'hui, notre but aujourd'hui, c'est de nourrir et stimuler la réflexion collective et individuelle autour de la vision et des principes qui ont été mis au jeu par la Ville dans le cadre de cette consultation-là. On a entendu beaucoup de choses depuis le début de la consultation sur un écoquartier, un quartier carboneutre, un quartier qui réussit la mixité sociale. Donc, ça devient important de bien comprendre ce qu'on met derrière ces phénomènes pour pouvoir aider la population à se faire une opinion. So our goal today is to be able to stimulate your reflection by getting a better understanding of different concepts. Not only we heard about a carbon neutral neighborhood, people are talking about a neighborhood without cars. We're talking about social diversity inside the development. So what we want you to do today is to gain a better understanding of all those concepts, be able to ask questions about those concepts, so that a little bit later,
people can try to work and workshop and give us a better understanding of what is it that you want. Donc, la journée se divise en 2 temps aujourd'hui. Cet après-midi, nous aurons des conférences, des panels qui vont toucher nous avons d'ailleurs une conférence d'ouverture par un invité international qui va nous parler de comment ça se fait dans d'autres pays, atteindre la mixité sociale. On va aussi se poser des questions sur ce qu'est un écoquartier, ce qu'on entend par la carboneutralité, les apprentissages qu'on peut tirer des diverses expériences existantes pour pouvoir mieux envisager l'avenir et aussi des défis et des opportunités en termes d'habitation. Ce soir, l'après-midi sera conclu par M. Gérard Baudet qui nous fera la conférence de clôture. Un peu plus tard, entre 17h et 18h30, vous pourrez assister aux différents kiosques, donc discuter avec des exposants de la Ville de Montréal, de Transdev, de Carbon-Léo, sur des projets qui sont en cours ou qui pourraient être implantés ici afin toujours de mieux comprendre et cerner la réalité. Et finalement, ce soir, dans une deuxième partie, on veut vraiment mettre l'intelligence collective à contribution à travers 3 courtes présentations qui vont vous permettre de lancer le débat et ensuite des ateliers pratiques en plus petits groupes où vous pourrez à la fois parler de vos objectifs, parler de la densification, parler du transport de marchandises dans un écoquartier, parler aussi de la saisonnalité des 4 saisons et terminer tout ça par des ateliers créatifs. Ensuite, comme je vous ai dit, il restera une seule grande étape à venir, ça va être celle des opinions, donc qui commencera à partir du 13 février prochain, et vous pourrez jusqu'au 19 février répondre aux questionnaires en ligne. Alors sur ce, je ne veux pas aller plus loin, mais je vais vous souhaiter déjà un bon après-midi et espérer que les échanges seront fructueux. So, on this note, what I was saying basically is that our goal today was to help you forge a better opinion. You have the program of the day, which is going to be in 2 parts. One part in the afternoon that is more about concepts, and a part that's more practical tonight with practical workshop on mobility, on densification, on transformation of the neighborhoods. So hopefully, I think everything will be very useful for you, and I hope that you have very interesting exchanges. And I will let Mr. Akos Verbocci, which will be your host for today, present the rest of the afternoon. Akos. Merci beaucoup. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Akos Verbocci. Je travaille à l'Office de consultation publique. Puis on m'a demandé d'animer cette journée pour vous aujourd'hui. Peut-être quelques rappels avant qu'on commence la conférence d'ouverture. Je pense qu'une dame de Bordeaux qui est prête probablement à nous parler bientôt. C'est bien le cas, elle nous attend. Parfait. Ce sera la conférence d'ouverture. Donc, la séance va se dérouler, les activités vont se dérouler surtout en français. Comme on l'a dit tantôt, si vous voulez poser des questions en anglais, c'est possible. If you want to ask questions in English, of course it's possible. The presentations will be held in French, but we translated most of them, almost all of them, into this document. So this document is your best friend for today if you don't, if French is not your main language. And I'm going to try to be your second best friend. So I'm going to try to translate the speakers to make sure that you understand the globally what's being said. And we are going to try to make this going forward during the day. So it's we don't have all day, but we're here for a couple of hours anyways. So make sure you have this document if you don't, to follow all the presentations. You have 2 documents in English. This is for the PowerPoints and the other one is for the whole process. Vous avez remarqué qu'il y a des caméras. Ça, c'est parce que c'est une activité publique.
une activité publique pour l'OCPM, ça veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui peuvent savoir ce qui se déroule, ce qui se dit. Il y a une transcription, il y a une dame là-bas que vous voyez qui fait la sténographie toute la journée. Donc, on va avoir des documents qui vont être disponibles sur le site Internet pour savoir ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais aussi en direct, on a des images qui sont diffusées, je crois, sur Facebook et sur notre site Internet ou sur Facebook pour vous filmer. Il y a aussi une photographe dans la salle qui est en ce moment derrière qui prend des photos pour nos différents documents. Si vous ne voulez pas être sur une photo parce que vous n'êtes pas coiffé comme il faut là, ou pour toute autre raison, vous nous le dites, puis la photographe va essayer de vous éviter sur les photos. C'est bon? Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre première conférencière, si on peut la voir en ligne, parce que cette dame-là est dans la ville de Bordeaux. Est-ce qu'elle m'entend? Je vous entends, oui, effectivement. Bonjour. Bon. Alors, vous avez devant vous Madame Karine Gessner, qui est directrice Habitat et politique de la ville de Bordeaux Métropole. On a traduit ça un peu comme directrice des services de l'habitation pour l'agglomération. Hein? Un peu, ce serait l'équivalent ici chez nous. Alors, Madame Gessner, après une expérience de plusieurs années en tant que chargée de mission de la direction générale et la mise en place de politiques avec les grandes institutions locales, l'Europe, les communes et de l'intercommunalité, hein? On n'utilise pas tout à fait les mêmes mots ici. Madame Gessner a intégré en 2011 la direction de l'habitat de la métropole de Bordeaux. Et depuis 2015, elle va peut-être nous en parler, mais les métropoles ont eu plus de pouvoir, davantage de pouvoir à ce que j'ai compris. Et à la faveur de cette métropolisation, l'administration a choisi de se restructurer pour répondre à une volonté de mutualisation des communes. C'est à ce moment-là que Mme Gessner devient directrice d'une direction remodelée, dotée de nouvelles compétences en matière d'habitat. Et à ce jour, ce service comprend 60 agents. Elle gère des budgets annuels de plus de 50 millions d'euros. Et elle va nous parler en ce moment pour nous présenter, nous, Montréalais, un cas inspirant où il y a une réussite de la mixité en matière de logement à Bordeaux. Je vous cède la parole, Madame Gessner. On vous écoute. Merci beaucoup. Enfin, vous m'entendez, il n'y a pas de problème? C'est très bien, on vous écoute. Juste pour vous dire, parce que peut-être vous ne nous voyez pas, qu'il y a à peu près 150 personnes qui vous écoutent. D'accord, très bien. Alors, bonjour à tous déjà, et je suis très heureuse d'avoir été invitée à témoigner auprès de vous, et puis très contente parce que j'ai moi-même de la famille à Montréal, alors je suis contente d'être un peu avec vous ce soir, ça me rapproche un petit peu. Donc je connais aussi un petit peu votre ville, qui est très différente de la nôtre. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez nous, ce qu'on a mis en place, et peut-être ça pourra vous aider. J'ai bien écouté l'introduction, peut-être ça pourra vous aider aussi à réfléchir un petit peu. Voilà, donc tout d'abord peut-être parce que Bordeaux est très différente en fait, hein, comme beaucoup de villes européennes, de votre modèle de développement. Rappelez que on a une histoire qui impacte beaucoup notre développement, et particulièrement sur Bordeaux, une ville un peu spécifique en France, puisque Bordeaux a été un peu épargnée par les guerres mondiales, n'a pas été détruite. Et donc, aujourd'hui, n'a pas eu à se reconstruire, en tout cas dans ses fondements. Donc, il existe un centre historique ancien, qui est d'ailleurs un centre qui est reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il est très protégé. Et donc, ça conduit à un développement de la ville qui est un peu particulier. Il faut préserver ce centre historique, et en même temps lui apporter la mixité qu'on souhaite avoir partout sur notre territoire, alors qu'il est complètement dense et constitué. Donc on ne peut pas raser et refaire, on doit faire avec l'existant.
Et en même temps, après après la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 50, on a eu effectivement, partout en France, hein, bien sûr, un apport de population très très important, puisque effectivement, après la guerre, tout se stabilise, il faut reconstruire, on a besoin de main-d'œuvre, on a beaucoup d'emplois dans la construction, dans voilà, les ouvriers en fait, hein. Et donc, à ce moment-là, un besoin en logement qui est très important. Alors, à cette époque, on a construit beaucoup en périphérie des villes, là où il y avait de la place, des très grands ensembles d'habitat social pour les classes moyennes, pour les classes populaires, pour les ouvriers. Des gens qui travaillaient, bien sûr, mais qui n'avaient pas forcément des revenus énormes. Et qui sont allés habiter dans ces endroits qui sont finalement des endroits à l'époque très agréables, puisque avec beaucoup d'espaces verts et plutôt bien situés, on va dire, en termes voilà, d'environnement paysager. Donc ça, c'est un peu notre point de départ, parce que évidemment, ça, c'était la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, au fur et à mesure, on a pris des mauvaises habitudes. Alors, c'est pas spécial à Bordeaux, c'est partout, hein. On prend cette mauvaise habitude que on spécialise ces quartiers et on finit par y mettre que des gens qui ont tous le même profil, de classe populaire, de classe moyenne, ce qui est très bien, hein, c'est pas du tout déshonorant, au contraire. Mais par contre, au fil des crises économiques en France, notamment en Europe, c'est des populations qui se sont fragilisées, qui ont eu, je dirais, moins de ressources, qui ont eu des périodes de chômage. Alors, c'est des choses que vous connaissez un peu moins que nous, hein, dans votre société. Mais effectivement, en France, il y a eu des périodes de chômage et qui sont encore toujours un peu latentes. Et donc, on se retrouve avec des grands ensembles d'habitats, des milliers de personnes qui ont tous un profil fragile économiquement. Et aussi dans lesquels on a instauré peu à peu l'arrivée d'ethnies particulières. Donc, vous savez qu'il y a eu des vagues d'immigration en Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle. On a eu ce travers, cette erreur, je pense, hein, d'installer toujours au même endroit les gens qui venaient de tel pays, de telle région, et donc d'en faire finalement, de faire de ces grands habitats, ces grands collectifs d'habitat social, des endroits de concentration. À partir des années 2000, donc, on a effectivement commencé à avoir des gros dysfonctionnements, parce que mettre ensemble des gens qui sont tous en fragilité, en général, ça n'est pas une manière très évidente de les aider. Et effectivement, des dysfonctionnements dans les quartiers qui ont amené les mairies, notamment les communes, à venir davantage avec des services à la population, à devoir installer des équipements publics pour animer le quartier, pour éviter qu'il se replie sur lui-même. Donc ça, c'est un peu notre histoire, et c'est de là qu'on part pour aujourd'hui repenser, je dirais, notre développement urbain. Et effectivement corriger ces erreurs qu'on a pu faire pendant quelques années, quelques dizaines d'années même, et essayer de ne pas les reproduire, et d'avoir quelque chose de plus durable, de plus vivable, et finalement, pour employer un mot anglais, sustainable. Donc on a retravaillé un petit peu toute notre manière de voir les projets. Et cette manière de voir les projets, elle s'applique aujourd'hui sur deux axes en fait pour nous, hein, puisque je vous l'ai bien dit, on a quand même un centre constitué, notamment dans la ville de Bordeaux. Je vais vous parler plus précisément de la ville de Bordeaux, même si moi je travaille pour la métropole. Et donc on a cet axe qui est apporter de la mixité dans les quartiers qui sont déjà constitués, donc en travaillant sur l'existant. Et puis, travailler la mixité aussi sur des projets qui sont tout neufs, puisqu'on a aussi quand même, hein, dans nos villes avec des passés industriels, des quartiers qui sont des quartiers de friches urbaines, de friches industrielles, donc des très très grandes étendues, alors qui ont des gros défauts, notamment souvent des pollutions à faire, puisque
quand on a eu des activités lourdes d'industrie, ben, il faut évidemment arriver à passer au-delà de ça et pour reconstruire ces quartiers-là. Avec des enjeux très importants, puisque l'enjeu, effectivement, dans un nouveau quartier qui n'existe pas, ben, c'est de créer une vie de quartier, c'est de créer quelque chose qui donne envie, de l'attractivité. Et c'est là-dessus qu'on travaille, bien sûr. Et donc, un de nos grands principes dans la présentation aujourd'hui, enfin, dans la conception, pardon, aujourd'hui de ces quartiers, c'est d'introduire dès le départ, et on sait que ça marche beaucoup mieux, évidemment, une mixité qui est pensée, réfléchie en fonction du contexte. Donc c'est un petit peu comme ça aujourd'hui qu'on voit nos projets. Et bien sûr, je vous rassure, et c'est exactement dans le thème d'aujourd'hui, hein, tous ces travaux que l'on fait de conception, de renouvellement de la ville ou de création de quartier, sont des travaux que l'on fait en concertation avec le public, bien sûr, avec les habitants quand on est sur des quartiers déjà constitués, avec les habitants qui sont bien sûr en place, parce qu'ils s'inquiètent toujours. Qu'est-ce que je vais devenir si mon quartier est renouvelé? Est-ce que moi je reste ici? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc on travaille beaucoup avec eux, bien sûr, on leur présente, on fait évoluer les projets en fonction aussi de leur retour, parce que comme chez vous, bien sûr, j'imagine vous avez cette entrée-là. L'idée, c'est bien sûr de profiter de la connaissance des habitants de leur quartier, des usages, de qu'est-ce qui se passe dans le quartier en journée, en soirée, dans la nuit, etc. Et bien sûr, on a besoin de ces retours-là pour pouvoir, nous, avoir une réflexion technique et politique qui soit imprégnée de la réalité. Donc ça, c'est un des points, évidemment, qui est très important chez nous et qui nourrit, bien sûr, nos projets, c'est la concertation, la participation des habitants. Donc je vous rassure là-dessus, on est bien en ligne avec ce que vous êtes en train de faire, bien sûr. Donc voilà un petit peu pour le contexte aujourd'hui. Donc dans ces nouveaux projets, dans ces projets, que ce soit des nouveaux projets ou des projets en renouvellement, on a des grands principes. Donc en termes de mixité, puisque c'est un petit peu je dirais le thème de la journée, on souhaite que tous nos quartiers aujourd'hui soient des quartiers mixtes, que ce soit en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va chercher évidemment à ne pas avoir que de l'habitat, mais évidemment du développement économique, de l'emploi, de l'activité artisanale aussi. On va avoir aussi de l'activité associative, et puis laisser la place aussi à l'initiative locale. Donc on va chercher à avoir cette fonction économique en fait, hein, en grande thématique. On va également chercher à avoir, au-delà de l'habitat, des équipements, des services et des pôles d'attractivité. Donc ça peut être des pôles d'attractivité sportive, culturelle, éducative. Voilà, on va essayer donc que les quartiers puissent avoir, je dirais, tout ce dont ils ont besoin en termes de fonctionnement. Tout en essayant également de ne pas les fermer sur eux-mêmes. C'est-à-dire que l'objectif est évidemment que le quartier ne soit pas autosuffisant au point qu'il se replie sur lui-même et qu'il n'ait plus de connexion avec la ville. Donc le concept d'insertion dans la ville est fondamental pour nous. Ça passe aussi par évidemment des transports qui sont efficients et qui permettent bien sûr de relier un nouveau quartier ou un quartier ancien qui était un peu relégué à tous les grands services de la ville, bien sûr. Donc ça, c'est la mixité plutôt fonctionnelle. En termes de mixité sociale, donc notre programmation, elle est établie dans un document de planification, ce qu'on appelle donc le plan local d'urbanisme, qui est en plus un plan qui a un volet habitat et un volet transport. Donc on appelle ça le 3 en 1, voilà, qui fait que toutes nos règles d'urbanisation sont pensées aussi en fonction de la politique d'habitat et de la politique de transport. Ou à l'inverse, que la politique de transport et la politique d'habitat répondent à nos projets d'aménagement. Et les prennent en compte, bien sûr. Donc la programmation que l'on souhaite faire dans ces cas-là, c'est d'avoir sur la ville de Bordeaux, qui est une ville qui historiquement manquait un petit peu de logement social pour les plus modestes,
qui sont souvent logés dans un parc privé, donc qui appartient à des propriétaires privés et qui n'est pas du tout contrôlé par ni la ville, ni l'État, ni personne. Donc avec des problématiques de loyer. Voilà, donc nous, le principe qu'on a voulu mettre en place, c'est donc une programmation avec du logement social à hauteur de 35% à peu près sur toute la ville. Que l'on soit dans des opérations d'aménagement un peu sur le thème ou sur le principe de ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui, ou que l'on soit même sur du diffus, ce qu'on appelle le diffus, donc c'est une petite parcelle de foncier libre quelque part dans la ville et sur laquelle on appliquera ce ratio de 35% de logement social. Donc on a 35% de logement social. On a un complément également en termes d'accession sociale, c'est-à-dire qu'on propose donc une offre, et c'est entendu avec les promoteurs, c'est travailler avec eux, on propose une offre de vente aux particuliers qui soit une vente sous les prix de marché, et donc au moins à 20% en dessous les prix de marché. Voilà, donc ça c'est l'engagement qu'on a pris avec les promoteurs. Que cette offre-là, elle existerait à hauteur de 15-20%. Et puis après, effectivement, le reste de l'offre, c'est de l'offre libre, donc que les promoteurs peuvent vendre au prix qu'ils souhaitent, même si nous, évidemment, on a un regard quand même sur les prix de cette offre, mais on les laisse beaucoup plus libres là-dessus. Donc, comme je vous disais, ça c'est la programmation idéale qu'on a. Donc, c'est une programmation qui est imposée par notre règlement d'urbanisme et qui est contrôlée donc dans le cadre de l'instruction des permis de construire. Donc, effectivement, au moment où un promoteur va déposer son permis de construire, il va devoir démontrer que dans sa construction, il intégrera 35% de logement social. Alors, si je fais un rapide exemple, on va faire très simple. Une opération de 100 logements devra comporter 35 logements sociaux qui seront donc loués à des gens sous plafond de ressources. Et donc, le promoteur devra démontrer dans son permis de construire qu'il a un accord avec alors on appelle ça chez nous des bailleurs sociaux, je crois que c'est pas le même terme chez vous, mais donc il devra démontrer qu'il a un accord pour avoir donc avec les bailleurs sociaux ces 35 logements qui seront du logement social. Et il devra aussi nous démontrer que son opération comporte de l'accession sociale ou accession abordable, je crois que vous avez le même terme d'ailleurs. Et donc, cette accession abordable, on va aussi la contrôler dans nos services. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'un peu spécifique. C'est très contraignant, bien sûr, mais en même temps, ça oblige à réfléchir et à penser autrement les montages opérationnels. Donc, notamment, je pense à un point qui a été très novateur en fait dans cette obligation. Ça date à peu près des années 2009. C'est-à-dire que le gouvernement a permis donc aux promoteurs de vendre des logements à des bailleurs sociaux, ce qui n'était pas possible auparavant. Ça veut dire que, et ça c'est quelque chose de très, très spécifique, ça veut dire que sur une grosse opération de 100 logements, vous aurez dans la même opération des gens qui sont locataires de bailleurs sociaux, des gens qui sont propriétaires et qui habitent sur place, et d'autres personnes qui sont propriétaires et qui louent leurs biens en privé. Et donc tout ça dans la même opération sans qu'on sache finalement reconnaître qui est qui. C'est-à-dire qu'ils habitent tous la même opération et les mêmes types de logements. Évidemment, les logements, ce sont les mêmes, la même qualité que l'on soit sur du logement social ou sur du logement privé. Donc ça, c'est une spécificité qui n'est pas très ancienne, puisque ça, comme je vous dis, ça date d'une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, on a cette possibilité. Alors, on peut aussi avoir des opérations dans une opération à un quartier neuf, par exemple. On ne va pas forcément raisonner à la résidence et à l'immeuble. On peut raisonner plus large et avoir effectivement des opérations entièrement sociales.
je sais pas, 30, 40, 50 logements sociaux, 60, voilà, dans un seul immeuble. Et puis à côté, une opération de logement libre ou une opération d'hôtellerie ou une opération de bureau. Voilà, il peut y avoir un raisonnement qu'on appelle à l'îlot, donc beaucoup plus large que simplement au permis de construire. Mais ça ne vaut que dans les quartiers neufs, où on a un regard vraiment global sur tout le quartier. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la spécificité dont je voulais vous parler, parce que effectivement, on a cette obligation qui est faite, qui existe à partir de, alors c'est en mètres carrés, excusez-moi pour la conversion, nous avons donc au-delà de 2000 mètres carrés de production de logements. Donc ça représente à peu près 30 logements, on va dire. Donc pour toutes les opérations qui comportent plus de 30 logements, les 35% de logements sociaux sont obligatoires. Voilà. Les opérations qui sont en dessous de 2000 mètres carrés de superficie, on va non pas imposer le logement social, mais on peut le négocier. Donc effectivement, nos élus ou nous, les services, on va demander au promoteur s'il ne peut pas produire un petit peu et vendre un petit peu de logements sociaux dans son opération. Ça marche pas toujours, mais parfois, avec nos habitudes de travail, avec nos partenariats, on arrive quand même à créer aussi un peu plus de logements sociaux comme cela. Il faut que vous ayez en tête aussi qu'en France, on a une loi donc, qui s'appelle la loi SRU, qui est une loi de 2000, qui effectivement oblige toutes les communes de plus de 50 000 habitants, donc à Bordeaux, on est à 250 000, donc on est largement au-dessus, qui oblige toutes les communes de 250 000 habitants, de plus de 50 000 habitants, d'avoir 25% de logement social. Et si elles ne les atteignent pas, ce qui est le cas de Bordeaux aujourd'hui, elles peuvent avoir des pénalités. Donc évidemment, c'est très motivant pour produire du logement social. Donc l'intérêt de notre travail, c'est pas seulement d'en produire, mais c'est vraiment cette mixité que l'on cherche et qui doit être en fait très diffuse. C'est-à-dire que la volonté, c'est que les personnes qui sont dans du logement social, elles soient pas stigmatisées ou reconnues par l'endroit où elles habitent, mais qu'elles soient bien un peu finalement partout dans la ville, comme tout un chacun, et qu'elles soient pas à part ou concentrés tout ensemble au même endroit. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche aujourd'hui, enfin voilà, c'est quelque chose qui traverse et qui est transversal à toutes nos réflexions et tous nos projets, et on en a beaucoup, puisqu'aujourd'hui sur la ville de Bordeaux, nous avons 5 quartiers neufs. Alors certains sont déjà bien entamés, d'autres sont pas du tout commencés, mais en tout cas on a 5 quartiers de Bordeaux qui sont en phase de création. Et effectivement, sur tous ces quartiers, ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers de logements. Donc c'est quand même une masse très importante. Voilà, donc ça, c'est effectivement pour tous les quartiers de Bordeaux et les quartiers neufs. Après, je vous ai parlé des quartiers déjà constitués, les grands ensembles d'habitat social, où là, on est déjà à 100% de logement social. Donc ici, on va avoir plutôt une recherche on appelle ça déspécialisée. Donc on va avoir une recherche de enlever du logement social. Alors ça peut se faire par le biais de démolition. C'est un petit peu rude, mais quand on est sur des logements très anciens et je dirais obsolètes, parfois c'est la solution qu'on applique. Donc on a le cas. Et effectivement les remplacer par une autre programmation qui sera plus du logement libre. Voilà, dans ce cas-là. Et donc on essaye de faire descendre ce taux de 100% de logement social pour atteindre, on essaie de s'approcher de 50%, mais effectivement c'est long, hein, ça prend quand même au moins une dizaine d'années, mais en tout cas c'est le travail que l'on mène aujourd'hui. Donc soit en démolissant, effectivement comme je le disais, soit aussi avec de la vente HLM. Donc le bailleur social est autorisé à vendre son bien, donc soit à la personne qui est locataire aujourd'hui, soit si celle-ci ne veut pas, lorsqu'elle part, il peut la vendre à quelqu'un d'autre. Donc à vous et moi, par exemple, il a la possibilité de vendre ce logement qui était un logement social.
Et donc, on aura à terme un changement de population finalement dans ces quartiers-là. Voilà, et donc ça, c'est sur les quartiers d'habitat social historique des années 60, 50-60, 70. Et enfin, dernier point dans notre tissu urbain, donc le centre historique dont je parlais tout à l'heure, où là, effectivement, on ne va que très rarement démolir, parce qu'on doit conserver les façades en pierre, on doit conserver le patrimoine historique, où là, on va plutôt être sur de la rénovation du patrimoine, et où notre règlement d'urbanisme impose également à ce moment-là, pour tout immeuble de plus de 3 logements, parce qu'à Bordeaux, les immeubles sont assez bas et comportent finalement peu de logements dans le centre historique. Mais à partir du moment où vous rénovez plus de 3 logements, vous allez également être obligé d'en mettre un à disposition donc d'une famille à revenu sous plafond de ressources, et donc une famille à revenu modeste. Donc c'est une manière encore d'introduire de la mixité dans la ville, même là où elle n'existe pas et où on ne peut pas toucher, je dirais, au bâti. Donc ça, c'était pour vous donner un petit exemple de comment on apporte la mixité sociale dans notre ville, quelles que soient, je dirais, finalement, les caractéristiques du quartier, que ce soit un quartier très ancien, que ce soit un quartier des années 70-80, 60 à 80, ou que ce soit un quartier complètement neuf. On essaye d'avoir ce 1/3 de logement social qui se diffuse un petit peu partout. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une loi qui nous imposait donc d'arriver à ce 25% de logement social. Donc, le 35 que l'on vise permet de rattraper le retard. Mais également, pour faciliter les choses, on a bien sûr des aides financières. Parce que évidemment, on va aider les bailleurs sociaux à financer la construction de logements sociaux, mais pour, je dirais, booster un petit peu leur production. Donc, à ce titre-là, je vous donne l'exemple, pour la métropole, par exemple, toutes communes confondues, on est sur 28 communes, on a un budget de 22-24 millions d'euros suivant les années pour produire du logement social. Ça nous permet de produire à peu près 3000 logements sociaux par an. Et si je me concentre sur la seule ville de Bordeaux, donc j'ai évidemment ces aides de la métropole, mais la ville elle-même a un budget de 3 millions par an que je gère aussi dans ma direction. Donc un budget de 3 millions d'euros par an qu'elle va attribuer donc à des logements sociaux de la ville de Bordeaux pour faciliter leur construction, ou quand c'est pas de la construction, la rénovation d'un bien qui deviendra un logement social à terme. Voilà un petit peu Madame les aides qu'on Kestner, peut avoir. il y a aussi une période de questions qui est prévue là d'une quinzaine de minutes avec la Vous salle. Je avez pense quasiment fini en fait. Et c'est ça que j'allais vous dire. Alors, Voilà. si vous concluez maintenant, on va pouvoir poser des questions plus tard. Alors, on vous écoute, on vous écoute. Tout à fait. Du coup, voilà, vous avez maintenant compris comment on faisait pour instaurer une production qui facilite la mixité. Après, pour compléter ça, depuis quelques années, une fois qu'on a réussi à mettre toutes ces règles en place, parce que c'est pas facile, ces règles ont pris du temps à être mises en place, à être conçues. Une fois qu'on a fait tout ça, notre travail aujourd'hui, il est plutôt centré sur comment on va on appelle ça le peuplement, donc comment on va attribuer les logements sociaux, sachant que chez nous en France, on a 3 catégories de logements sociaux pour les personnes les plus modestes, moyennement modestes et on va dire avec des revenus intermédiaires. Donc on ces 3 catégories-là. Et donc on va essayer là aussi, encore plus finement que dans la production, de mixer ces 3 catégories-là et dans les attributions dont sur lesquelles on a un petit peu la main, puisqu'on a ce qu'on appelle des réservations, c'est-à-dire qu'on a des logements qui sont remis à la ville en fait et à la métropole. Eh bien, on va essayer donc nous de mixer encore plus et donc de mettre des ménages à revenus très modestes un petit peu partout. Et pareil que tout à l'heure, pour pas concentrer la population dans les logements sociaux. Donc ça, c'est un autre travail qu'on a engagé depuis 2-3 ans et qui est pas encore totalement opérant, mais qui va nous permettre d'aller plus loin dans la mixité. Et vraiment, voilà, encore une fois pour conclure, l'objectif étant qu'il n'y ait pas d'endroit de la ville où il y a une stigmatisation des gens parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont dans des difficultés
ou dans de la précarité, et que justement ces gens ils puissent accéder à tous les quartiers de la ville, et voilà, et qui est pas c'est ce qu'on appelle la ville inclusive, hein, donc c'est vraiment une revendication politique. Et voilà, c'est vraiment notre comment dire, axe d'intervention numéro un. Essayer d'avoir cette diffusion de la population, et un équilibre en fait qui nous permette d'assurer cette mixité. Voilà, je conclus là-dessus. Je sais que le temps est compté, et puis il est fort tard ici d'ailleurs en France aussi, donc effectivement, je pense qu'on va pas durer encore très longtemps là-dessus. J'espère vous avoir apporté déjà quelques éléments de réflexion, et en tout cas de témoignage. J'avais transmis quelques photos également pour vous montrer un petit peu que chez nous, comment est du logement social dans des quartiers neufs ou dans des quartiers rénovés, et comment aujourd'hui on ne fait plus la différence finalement entre le logement social et le logement libre. Je m'arrête là et je suis effectivement à votre écoute pour les questions. Ben, merci beaucoup. Beaucoup d'intérêt ici dans la salle pour tout ce que vous racontez. Il y a des choses vraiment qui font écho à des discussions qui ont lieu à Montréal depuis longtemps, mais particulièrement dans la dernière année où ici aussi la ville de Montréal a entrepris on a eu une autre consultation sur la mixité du logement à Montréal. Just because this is the only presentation that we didn't get in advance, and we didn't have the chance to give you a translation in paper, if you wish so, I can maybe in just 1 minute or two try to make a résumé, a summary of what we just heard. Bordeaux is a mixed is a city of a very mixed population. It's been doing social housing for decades after the war, and which made problems of mixity, which means that the low-income populations were concentrated in the same neighborhoods, and so there was this big project that Ms. Gessner talked about that she's managing to make sure that there is a bigger mixity in the different neighborhoods of the city, which means developing unused or underused neighborhoods, create completely new neighborhoods, and to make sure that that there's a mixity from the start in these new neighborhoods, not to concentrate the population in the same place, in the same places, and also to make sure that there's services, schools, and parks, etc., in every in all of these neighborhoods, but to make sure that they are not completely autosufficient, so that they're not, tell me the better word, self-sufficient, and for that, transport is key. They also have on all this operation. There's an objective, a goal of 35% of social housing, which they regulate, which is regulated by the city from the start with the developers, with the housing, and there's also a way to sell housing under the market price, which is financed by the city, if I'm right. And it is also possible so in the same housing project, in the same building, you can have people with different incomes in different incomes in the same housing project. And in housing projects of over 30 apartments, this 35% is mandatory. And the existing housing projects, where there are 100% of the housing is already social housing from the past decades, they're trying to make sure that the 100% goes to 50%.
sometimes by demolition, but mostly by conversion. People can rebuy their apartments, or they can even sell it themselves. And in the historic center where demolitions and construction is not possible, they're making renovation, and even there, if there are more than 3 apartments in a project, if I'm not confused, one is for low-income families, is reserved for low-income families. And on the conclusion, we heard a lot of numbers. I presume that the city of Bordeaux and the metropole and the agglomeration of Bordeaux puts a lot of money to finance these renovations, these transformations, and the creation of these neighborhoods. Am I good? And now, et maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, on vous demande de venir au micro. Alors, placez-vous derrière les micros pour ceux qui ont des questions. De prise de parole égalitaire des hommes et des femmes. Donc, on va promouvoir l'alternance au micro. Un homme, une femme, pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer. Et je vous remercie d'avance de vous y conformer. Merci. Alors, ça tombe bien. On vous écoute, madame. Alors, merci de votre... Est-ce que vous entendez, madame? Est-ce que vous entendez? Oui, j'entends, c'est bon, merci. D'accord, merci de cette présentation inspirante. Donc, moi, je suis directrice générale d'un écoquartier dans un endroit assez défavorisé où est-ce qu'effectivement, il y a de la ghettoisation. Puis, je vous écoutais parler des 3 piliers du développement durable, donc économique, social et environnemental. Ensuite, moi, ma question pour vous, c'est du côté mobilisation des citoyens. Vous avez parlé d'organismes communautaires, je crois, si j'ai bien compris. Sinon, comment était le processus de mobilisation afin de si vous voulez, de faire participer les gens? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose du côté citoyen? Alors, comment vous avez impliqué, engagé les citoyens dans les processus? Alors, oui, merci de cette question. Effectivement, la mobilisation des citoyens est un des axes, je dirais, prioritaires de notre travail, bien sûr. Donc, on a, en fait, dans le cadre des opérations d'aménagement, on a de toute façon des obligations maintenant légales d'ouvrir de la concertation. Donc on a en début d'opération, on définit la manière dont on va faire cette concertation. Alors par contre, on l'a fait comme on le souhaite, donc elle est différente en fonction des projets. Et après, à la fin, quand on a conçu le projet et qu'on le vote, on doit d'abord effectivement rendre compte sur la manière dont on a mobilisé les citoyens. Alors après, pour répondre plus précisément sur comment on fait, ça prend différentes manières, effectivement, suivant qu'on est dans un quartier neuf ou dans un quartier habité. Évidemment, puisque dans un quartier habité, on a des gens qui sont concernés directement par le projet et qui, effectivement, ont besoin de savoir ce que va devenir leur logement, ce que va devenir leur commerce, le commerce qui est en bas de chez eux, le transport qu'ils vont pouvoir utiliser, etc. Alors que dans les quartiers neufs, là où il y a des friches industrielles, par exemple, on a peu d'habitants, donc les gens qui vont s'intéresser ne sont pas les mêmes et ne sont pas les usagers du moment. Donc on va le faire différemment. On va souvent utiliser, donc pour nous accompagner, des bureaux d'études spécialisés dans la concertation, qui vont définir avec nous la stratégie de concertation. Et effectivement, on va donc quand on est sur un quartier déjà existant, on va faire des balades, par exemple, avec les habitants. On va leur montrer les choses qu'on imagine faire et puis en discuter avec eux en les regardant même, pas sur plan, mais vraiment sur place. On va échanger avec eux, on va faire des ateliers avec les écoles, on va faire des ateliers en soirée comme vous faites aujourd'hui avec les habitants.
Voilà, on a toutes ces modalités-là de travail. On travaille également, évidemment, bien sûr, avec Internet, puisque on leur met toute possibilité, évidemment, de contribuer sur Internet, sur nos sites. On a eu des sites aussi sur certains quartiers, des sites de participation, de concertation très spécialisés, donc qui sont développés par tout simplement des éditeurs de logiciels. Donc c'est très intéressant aussi. On a un site comme ça qui s'appelle Carticipe, et donc qui travaille sur la base de cartes où les gens viennent mettre en fait des commentaires sur chaque objet qu'on a dans notre projet, et pouvoir le faire évoluer ainsi, quoi. Donc ça, c'est une manière de travailler qu'on utilise. Et puis, sur les quartiers neufs, évidemment, pour la concertation, comme on est avant construction, on n'a pas forcément beaucoup de choses à visiter. Donc on va plutôt travailler, oui, sur du plan en fait, et faire venir les gens par le biais des associations. Voilà, après chacun est libre, je dirais, même s'il n'habite pas dans le quartier, de venir, bien sûr. Donc voilà, on a différentes modalités de concertation. On a des réunions publiques aussi, bien sûr, que les maires choisissent de faire, donc en s'adressant directement à la population. Voilà, on a tout un tas de modalités en fait, mais c'est quelque chose de très important pour nous, et on y met les moyens, quoi, voilà. Merci. J'espère avoir répondu. Oui, vous avez bien répondu. Monsieur, on vous écoute. Bonjour, je me présente, Nadim Saliba, je suis chargé de projet au ROMEL, c'est un groupe de ressources techniques. Donc je tiens d'abord à vous remercier pour votre présentation. Ma question, c'est plus par rapport à la pérennité du logement, des prix en fait abordables de vos logements sociaux et communautaires. Parce qu'une des principales préoccupations au service de l'habitation qui finance les projets ici à Montréal et au Québec, à Montréal, c'est l'autonomie, disons, de l'organisme qui va fournir les logements sociaux et communautaires. Donc lorsque vous faites un mélange avec du logement privé et que les coûts d'exploitation sont partagés, je me demandais comment vous faites pour vous assurer à long terme. C'est quoi, est-ce qu'il y a un loyer, une façon de pérenniser le logement, et c'est quoi vos recommandations, disons, pour favoriser la mixité tout en permettant une viabilité financière des projets de logements sociaux? Merci. Alors sur ce point-là, effectivement, on est aidé par la législation française, puisque les prix du logement social, ils sont encadrés. Donc on a effectivement un niveau de ressources, et ça donne un loyer maximum au mètre carré. Ce loyer-là, il est il est contractualisé dans une convention, et cette convention, elle vaut pour 50 ans. Donc effectivement, pour la dénoncer, c'est quand même très complexe. Donc en fait, le bailleur social qui est devenu propriétaire de ce bien, de ces logements, lui, il est engagé pour 50 ans à avoir un prix, alors qui est un petit peu indexé, bien sûr, sur le coût de la vie, mais qui est très très encadré. Et donc à partir de là, il ne pourra pas le dépasser. Donc ça, on s'assure que la population qui sera là sera toujours la population qui est concernée par ce loyer-là et ces ressources-là. Après, la vie de la résidence fera qu'autour, les prix du libre, de la partie libre, pourront évoluer comme ils veulent. Mais justement, probablement avec le temps, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les premiers retours qu'on a sur cette mixité qui est assez nouvelle, comme je vous le disais, ça fait une dizaine d'années. Avec le temps, le différentiel entre le logement social qui va rester, lui, finalement très encadré au niveau des prix, et le logement libre qui va pouvoir monter finalement, même s'il y a des dispositifs d'encadrement des loyers libres en France, eh bien cet écart-là, il va peut-être être encore plus grand, et le logement social être finalement vraiment très très préservé. Alors après, à l'issue des 50 ans, c'est peut-être votre question du coup, ce qui nous assure en fait, nous, c'est que les bailleurs sociaux sont propriétaires de ces biens, et ils ne sont propriétaires que de ce type de biens-là. Donc pour nous, aujourd'hui,
on n'a pas d'alerte sur ces problèmes-là, puisqu'on a des logements sociaux qui datent de plus de 50 ans maintenant. On a ces logements qui ont été construits dans les années 50, par exemple, aujourd'hui ont dépassé la convention et continuent à être loués en fait au même niveau de prix, parce qu'ils sont la propriété de bailleurs sociaux qui ont donc comme, je dirais, unique objet de faire du logement à tarif modéré. Voilà. Et après, si on parle de la vente abordable, donc de l'accession abordable, alors là, pour garantir que effectivement celui qui achète à un prix de moins 20% du marché, par exemple, ne va pas revendre dans 3, 4, 5 ans à un prix beaucoup plus élevé, eh bien, on a des clauses juridiques dans les contrats qui font qu'effectivement, on ne lui permet pas de le faire avant un certain temps ou à certaines conditions. Voilà. 50 ans, vous avez dit. 50 ans pour le logement social, oui, tout à fait. Nous avons une autre question. Madame, nommez-vous. Puis oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Mon nom, c'est Barbara Masse. Justement, ce qui m'intéresse, c'est ces logements vendus en dessous du prix du marché. Alors, ma question était justement pour la pérennité, mais vous avez dit que dans la programmation idéale, il y a 35% logement social. Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est visé juste pour la vente à moins 20% du marché? Et justement, ce que vous venez de dire qui est très intéressant, pour les clauses, est-ce que c'est cas par cas ou est-ce que c'est le nombre d'années ou est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus sur la question de la pérennité pour ces logements qui sont vendus mais qui sont abordables? Merci. Tout à fait. Alors oui, sur le pourcentage, on essaye d'aller à 20%. C'est l'objectif, c'est pas facile, mais en tout cas, on y arrive de mieux en mieux. Et on a mis récemment, là, enfin c'est encore même pas à l'œuvre, mais c'est en cours de concertation justement. On souhaite mettre en place ces 20% partout sur la métropole, en plus enfin je fais très court, hein, mais en plus donc en accession abordable. Et donc avec un travail avec les promoteurs parce que c'est eux qui produisent ces logements-là, donc pour qu'ils vendent ces logements moins chers, et un travail avec les notaires aussi pour que on puisse avoir ces clauses. Donc en fait, nous on apporte une aide aussi à l'habitant. On lui apporte une aide pour pouvoir acheter, puisque c'est évidemment accession abordable destinée à un public à ressources plutôt pas modestes, mais en tout cas moyennes. Donc on leur apporte une petite aide. Alors déjà, cette aide, elle est remboursée si le bien est revendu, obligatoirement, avant un délai de 10 ans. Et puis effectivement, on est en train de travailler vraiment très sérieusement avec les notaires pour sécuriser ces clauses qui sont pas faciles à mettre en œuvre non plus, mais du coup, on n'est pas complètement abouti sur cette thématique-là parce que c'est assez récent. Mais voilà, on est vraiment dessus et hormis les cas, je dirais, les plus graves, bien sûr, les décès, etc., il y a maintenant peu de possibilités de faire de la spéculation sur des logements abordables. Merci beaucoup. Une personne. Alors, monsieur, votre nom et votre question. Oui, Martin Blanchard, je travaille dans un comité de défense de droits des locataires dans le quartier de Petite-Patrie à Montréal. Ma question, c'est sur comment, je vois difficilement comment transposer votre expérience à Bordeaux, à Montréal. Il n'y a pas eu de guerre mondiale en Amérique du Nord, ici au Québec. Il n'y a pas eu pas eu besoin de reconstruire entièrement des secteurs. Il n'y a pas eu non plus de grands ensembles qui sont 100% de logement social. Il y a ce qu'on appelle les habitations Jeanne-Mance. C'est le seul endroit à Montréal où c'est un grand ensemble. Et ce qu'on a, c'est des coopératives, des OSBL, où la moitié des logements sont subventionnés, l'autre moitié pas subventionnés, donc des locataires de la classe moyenne. Bref, je ne vois pas réellement le même contexte historique, sociologique, démographique. Il n'y a pas la division très forte qu'il y a en France entre les personnes en tout cas, les personnes de souche française, là, pour les appeler de même, et les personnes de l'immigration. On n'a pas ce même contexte et pour moi, c'était un peu difficile de comprendre les leçons qui sont possibles de transposer. Et est-ce que vous voyez peut-être un peu cette limite-là dans votre présentation?
Alors, je dirais que peut-être, en tout cas, la question aujourd'hui pour nous, elle se résume, c'est peut-être un peu rapide, mais elle se résume à une question finalement de capacité financière. C'est-à-dire que aujourd'hui, on regarde évidemment les histoires du contexte historique, la guerre, tout ça est heureusement derrière nous, bien sûr. Et donc, je crois qu'on pourrait comparer le travail qu'on fait nous sur les quartiers neufs un petit peu plus facilement à votre situation à Montréal. Et donc, du coup, avoir une entrée de la mixité qui se fait, bon, comme je le disais, d'un côté fonctionnel, bien sûr, mais après, sur la capacité, finalement, des gens. Donc, nous, on regarde beaucoup ça, en fait. Quelle est la capacité des ménages à acquérir ou à se loger aujourd'hui dans notre marché. Et nous, on sait qu'aujourd'hui, le marché, il répond pas à la capacité des gens. C'est-à-dire que les prix sont beaucoup trop chers. Donc, en fait, avec notre politique de un tiers de logements pour les plus modestes, etc., en fait, on fait une politique de loyer aussi, quelque part. Et peut-être que c'est dans ce sens-là que ça peut vous apporter quelque chose, je dirais. Effectivement, la déspécialisation, ça, c'était pour vous illustrer la manière dont on travaille. C'est sûrement pas évidemment transposable chez vous, à part effectivement quelques sites que j'ai pu voir moi qui sont un peu importants, mais il y en a très peu. Après, bon, le travail sur la ville existante peut aussi peut-être être un petit peu transposé. C'est-à-dire comment, à un moment donné, parce que votre ville, elle s'est construite bien sûr plus tard et pas avec les mêmes contextes et les mêmes drames, je dirais, qui l'ont façonné. Mais par contre, elle s'est construite pas forcément dans une optique de mixité. Et donc aujourd'hui, elle est occupée pas forcément dans une optique de mixité. Donc c'est peut-être plus là-dessus que vous pouvez agir avec ce que j'ai pu témoigner là. C'est-à-dire qu'en fait, nous aujourd'hui, ça, on y arrive parce qu'on a mis des règles en place, quoi. Et effectivement, il faut enfin, ça se fait pas tout seul, quoi. Donc, si vous trouvez un intérêt à la mixité, et c'est ce que j'ai compris en tout cas du thème que vous développez aujourd'hui, je pense que c'est peut-être sur ces thématiques-là et sur en tout cas ces modèles-là que vous pouvez peut-être un petit peu prendre quelque chose de ce qu'on fait nous, quoi. Mais effectivement, le modèle que vous avez décrit aujourd'hui répond à ce qu'on a demandé aujourd'hui, à notre travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire de voir un modèle inspirant qui peut ou pas, ou en partie, être appliqué à ce qui va se développer à Montréal et plus spécifiquement dans le quartier en face ici, qui est un quartier à bâtir de zéro actuellement. Alors l'idée de la participation de Mme Gessner, c'était de nous parler d'un projet qui est d'une façon de voir le développement des logements dans un autre pays, un autre continent, une autre ville, en se disant que peut-être il y a des éléments là-dedans qui peuvent alimenter notre réflexion ici pour un projet très loin de vous, Madame Gessner, mais aussi dans les objectifs puis les visées, en même temps très près de ce que plusieurs ici dans la salle aimerait voir dans ce quartier, ce que la ville de Montréal a mis de l'avant dans le projet de développement, dans la vision de développement du nouveau quartier de l'hippodrome à Montréal. Il n'y aura pas de chevaux là, mais il va y avoir autre chose, notamment un développement domiciliaire important. Alors, merci beaucoup, Madame Gessner, d'avoir été des nôtres. Si on vous applaudit, on espère que vous allez nous entendre, alors on va le faire maintenant. Merci beaucoup à vous et puis très bonne continuation dans vos travaux. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, je pense. Oui.